Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le gouvernement déterminé à tordre le cou au phénomène de fonctionnaires fictifs. L'opération lancée par le ministère des Finances suit son cours sur le terrain à Douala. Le comptage physique se fait dans les banques avec la fourniture des documents exigés. Les détails à suivre dès l'ouverture de ce journal. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme scrute des solutions pour sortir les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la crise actuelle. Peter Mafani Moussonga et son équipe ont discuté avec des populations de Boya, elles qui souhaitent voir le président de la République dans les régions anglophones en crise. Un match de Ligue des Champions qui fait des dégâts dans la ville de Yaoundé. Le restaurant d'une boîte de nuit est parti en fumée suite à une maladresse du cuisinier en pleine célébration du but du Real de Madrid. Les faits se sont déroulés hier soir. Les détails à suivre dans cette édition. Et à suivre dans le plus de l'info ce soir, un commerce un tout petit peu curieux. Nous vous plongeons dans les dédales de la vente du sang à Yaoundé. C'est à suivre dans le plus de l'info vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, l'opération de comptage physique du personnel de l'État bat son plein à Douala. De longues files de personnes observées dans les banques, à la poste centrale et des trésoreries de la métropole économique. Les fonctionnaires désirant accéder à leur solde fournissent des documents exigés par le ministère des Finances. L'opération se déroule plutôt bien, comme nous le confirme ce reportage de Jean-Christian Kam et Henri Tchindar. Ce matin encore, ils ne se sont pas fait prier pour venir nombreux se faire recenser. Les fonctionnaires et agents de l'État en poste à Douala passent un à un ce 26 avril entre les fouches codines des contrôleurs mobilisés à cet effet. Les pièces à fournir pour le recensement, nous avons une demi-carte photo. Nous avons la photocopie de la carte nationale d'identité. Nous avons l'intégration. La photocopie de la carte d'identité doit être en couleur. Nous avons l'intégration, la présence effective. L'original, elle doit être datée de moins de 3 mois. Nous avons le dernier avancement ou un acte d'avancement ou de reclassement. Nous avons enfin l'acte de nomination pour les personnels nommés. L'opération qui va s'étendre jusqu'au mois de juin prochain ne semble pas exaspérer outre mesure le personnel de l'État. Après, là, oui, quand ils ont tout rempli, vous donnez un récépissé, ça se passe bien, il y a l'affluence et tout ça, ça va. Moins de 5 minutes. Même étant malade, je me suis efforcé de venir. Quittant de mon lit. Bon, et ça s'est bien passé. Et nous espérons que cette fois-ci va être la bonne. Un mois uniquement pour la zone urbaine, dit-on ici, et l'autre mois consacré à la périphérie. Pour le premier mois, nous nous sommes concentrés dans la ville de Douala. Nous comptons pour le mois qui suit, c'est-à-dire au mois de mai, nous occuper de ceux qui sont à Edea, de ceux qui sont à Pouma. Voilà. Et maintenant, nous allons poursuivre progressivement. Vaquer à ses obligations professionnelles pour lesquelles on est rémunéré et honorer cette opération de comptage physique du personnel de l'État qui, elle, justifie la paye perçue plutôt que de se faire un état d'âme, on y va presque illico. Et comme constaté, le comptage physique des personnels de l'État est une réalité telle qu'annoncée par le ministre des Finances. Au lendemain de son démarrage effectif, Patrick Christian Dobos scrute les atouts et faiblesses de cette nouvelle initiative qui veut mettre à mal la nébuleuse élaborée et établie d'ailleurs autour des salaires fictifs qui gangrènent le fichier solde de l'État camerounais. Ils sont plus de 10 000 agents concernés par le comptage physique actuel des personnels de l'État. L'opération baptisée COP 2018 présente, selon certains experts, des éléments nouveaux, à même de lui donner un sort différent des précédentes initiatives qui n'ont jusqu'ici pas réussi à juguler le phénomène de salaire fictif. Oui, cette opération est bien différente des autres dans la mesure où c'est une opération qui se fait à la sauce.
du paiement. Donc c'est une opération qui va se dérouler auprès des banques, des microfinances et des agents comptables de l'État. Et ce faisant donc à la source, elle touche directement ceux qui perçoivent les salaires fictifs de l'État. Prévu pour durer 3 mois, le succès de cette opération selon l'expert reste tributaire en grande partie de la capacité à mettre en minorité certains acteurs de l'ombre. Lesquels acteurs nourrissent la chaîne de complicité autour des salaires indus. La plus grande entrave viendrait du système. Parce que pour qu'il y ait des salariés fictifs de l'État, cela suppose que ceux qui sont censés les encadrer, le cadre qui gère à des niveaux décentralisés les ressources humaines de l'État, sont parfois complices. Il faudrait donc aussi prendre des mesures pour limiter ces genres de complicité. Comme on peut le constater, l'opération de toilettage en cours du fichier solde de l'État charrie autant d'exploits que de réserves au regard de l'ingéniosité des protagonistes souvent impliqués dans ce cancer qui écume le trésor public. À côté de l'initiative allouée et de sa matérialisation, son efficacité sur la durée dépendrait également à l'analyse de certaines mesures complémentaires à mettre en place. Il faudrait que cette opération soit pérenne, que cette opération de décomptage physique se répète 2 à 3 fois l'an sur une période que nous autres, après notre étude, nous situons à 3 ans, de manière à extirper durant cette période-là tous les fonctionnaires fictifs. En attendant de voir l'impact réel au terme de l'opération, on note bien avant son démarrage près de 250 dénonciations anonymes. Des dénonciations qui, sans doute, avec l'implication des structures financières, vont faire passer de longues nuits blanches à ceux de nos compatriotes pour qui le salaire n'a visiblement jamais été le fruit d'un travail bien accompli. Nous le disions également en titre, des populations de la région du Sud-Ouest appellent le président de la République à se rendre dans les régions anglophones pour toucher du doigt leur réalité quotidienne. Le message a été transmis à Peter Mafani Musonge à Boya, qui est chargé de le retransmettre à Paul Biya. Le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et ses membres ont dialogué avec les habitants de Boya sur les voies et moyens pour sortir de la crise actuelle. De nombreuses propositions ont été faites dans ce sens. Inès Daniel Ondambala et Linda Teguet. Depuis le début de la crise anglophone, la paix et l'unité sont menacées dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Il y a donc urgence à consolider le vivre ensemble pour un retour à la normale. Pour y parvenir, il faut mettre l'accent sur le dialogue. Cela passe par la prise en compte de l'opinion des Camerounais du Sud-Ouest. C'est l'objectif fixé par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont le président a entamé à Boya une tournée d'écoute pour recueillir les propositions des populations camerounaises vivant dans cette partie du pays. Et nous avons pris bonne note de ce que les Camerounais du Sud-Ouest nous ont dit. Et je vais les rassurer que tout ce qu'ils ont dit, nous allons transmettre au niveau de la République. Peter Mafani Musonge a longuement échangé avec les populations à Boya, donnant ainsi l'occasion à chacun de s'exprimer. And we go to offices and meet people who we don't recognize, who were trained by other people, the other side of the logo, occupying all the positions around us. We get disturbed because our children are also going to school. Why are they at school? Parlant des atrocités qui causent des pertes en vies humaines, les enlèvements, freinent les activités économiques et l'éducation, Peter Mafani Musonge a appelé les populations à plus de responsabilités. Que la population continue à rester dans le calme et dans la paix. Les échanges qui ont eu lieu en présence du gouverneur Okalia Bilai se sont poursuivis avec les autorités traditionnelles, autres forces vives et représentants des groupes socio-professionnels. La mission de dialogue des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se poursuit dans d'autres régions du Cameroun.
Vous avez vu dans ce sujet Peter Mafani Moussonga, ancien sénateur qui a démissionné de ses fonctions après avoir été nommé à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mais ce que certains autres sénateurs refusent de faire depuis quelque temps, et on en parle avec vous à Yaoundé, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, l'actualité au Sénat, on la suit de très près et pour cause, rien ne sera plus comme avant pour ce qui est de la désignation des bureaux, mais aussi pour ce qui est de la validation des mandats des sénateurs. Ghislain Perissonneau et Serge Alazievou. Assis et attentif, Marcel Nyandji Fendi assiste aux travaux en plénière. Le président sortant du Sénat a raison, ça chauffe à l'hémicycle. Ce jeudi, il y a eu rupture dans les procédures ayant conduit à la validation des mandats des sénateurs entre celle de 2013 et celle de 2018. Depuis l'an de grâce, le règlement intérieur a été revu. Cette année, le début, c'est la mise sur pied de 4 commissions, processus devant conduire à la délicate élection des membres du bureau de vérification des cas d'incompatibilité. La première mandature n'avait pas de règlement intérieur, pour ça les gens ont l'impression que les gens ne respectent pas les procédures. Aujourd'hui, avec le vote du règlement intérieur, nous sommes aujourd'hui en train de respecter le processus de déroulement des élections et des incompatibilités qui existent dans tout ça. Donc pour nous, ça se passe normalement, le vote se passe naturellement comme ça devrait se passer, il n'y a aucun problème. On a des gens de différents partis. Et il n'y a pas de protestation particulière. Dans la première commission dite A, il y aura finalement 22 sénateurs RDPC, un de l'UNDP contre 2 OSDF. Composition presque identique jusqu'à la commission D en laquelle a siégé l'UPC et l'ANDP. Je pense qu'au Sénat, les gens sont des responsables et des notables et des sages. Et les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas, il y a un choix. On laisse aux sénateurs le choix de choisir entre PCA ou sénateur, ou DG ou sénateur. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. Cette fois-ci, il n'y aura plus ce genre de problème qui va se poser dans la deuxième législature. Nous sommes une chambre qui légifère. Vous ne pouvez pas en même temps voter la loi et aller contre la loi. Fini la transition, explique le sénateur en coulisses. Le faiseur de loi doit cesser de la piétiner. On n'en veut plus de sénateurs PCA, sénateurs chefs traditionnels. C'est ce qui justifie la présence des observateurs des partis politiques. Les bureaux de commission, eux, attendent d'être élus. Pour le bureau du Sénat, on verra plus tard. Et alors que le bureau du Sénat est connu, il faut dire au sujet des curiosités de cette législative qu'un groupe ethnique dit minoritaire a fait son entrée dans la chambre haute du Parlement et c'est par le biais d'Adamou Soulé, ressortissant de la communauté Mororo dans la région de l'Est. Son portrait nous est dressé par Ghislain Perissonneau et Hubert Nuchet. Sénateur à 51 ans, le suppléant de Jean Bunjo sort de l'ordinaire. C'est la première fois en effet qu'un membre du groupe ethnique Bororo est porté au Parlement. Adamou Soulé est de la région de l'Est. Il sait qu'il fait partie d'un groupe des minorités camerounaises, moins d'1 million sur l'ensemble du territoire. Je me sens plus concerné en politique, je me sens plus engagé dans la politique. Ici dans la capitale, c'est un nouveau jour qui se lève, y compris pour les membres de son groupe, tout aussi disséminés dans les régions de l'Ouest, de l'Est et du Nord-Ouest. Ça a surpris notre communauté, ça a surpris les gens. Et les gens étaient vraiment contents. Et ça a été une fête. À ses débuts, il fut commerçant et conducteur de véhicules de transport public. Faire la politique, il n'en a eu envie qu'en 2010, là-bas, dans le Lamida d'Idango. Il devient alors RDPciste pour taire les discriminations qui faisaient des Bororo un peuple nomade et plus rien. C'est arrivé à un bon point nommé où aujourd'hui, notre population et surtout nos aînés qui ont beaucoup fourni d'efforts et jusqu'à maintenant ils continuent à les fournir parce qu'ils veulent nous accompagner aussi dans la gestion de la chose publique. J'ai commencé par un certain Moussa Bel avec Adjibolo Philomon. Quand Adjibolo Philomon était le président section du département de la KDI, c'était la seule section.
Après, il y a eu éclatement, il y a eu deux sections. Il y a eu KDI Sud, KDI Nord. C'est ce pas franchi que ce père de 9 enfants considère comme une nouvelle république pour les Bororo du Cameroun. Poursuivons ce journal avec cette note qui nous parvient à l'instant. Le ministre de la Communication porte à la connaissance du public l'opération de comptage de l'argent retrouvé dans les locaux de l'ONG MIDA a abouti à une somme totale de plus de 3,5 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la MIDA a produit un listing de près de 12 000 personnes, pour un montant global de près de plus de 12 milliards de francs CFA. La différence entre la somme collectée par la MIDA auprès des souscripteurs et la somme saisie par les services de sécurité est donc de 9 milliards 175 996 450 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent avec la participation des responsables de la MIDA au fin d'établir la destination de la somme manquante. En attendant l'aboutissement de ces recherches, la commission présidée par le gouverneur de la région du Centre va d'ores et déjà engager les travaux d'identification des souscripteurs et établir les modalités de remboursement de ceux-ci au prorata des sommes saisies. Il va sans dire que les promoteurs de la MIDA seront responsables du rétablissement de l'ensemble des souscripteurs dans leurs droits. Nous l'annoncions en titre, la demi-finale exceptionnelle de la Ligue des Champions opposant le Bayern Munich au Real Madrid a causé des dégâts hier à Yaoundé. Le restaurant de la célèbre boîte de nuit, le Safari Night Club, a été ravagé par les flammes. Le cuisinier, visiblement mordu de foot, n'a pas voulu manquer le deuxième but des Madrilènes, laissant ainsi de l'huile sur le feu. Le récit de Delphine Foncou et Francis Captan. Les ustensiles du restaurant du Safari Night Club de Yaoundé, devenu la propriété de ces ferrailleurs. Cette ferraille que vous voyez là, c'est pour le monde. C'est pour trouver notre propriété. En effet, mercredi aux environs de 20h, le cuisinier se serait laissé distraire par le match de Champions League, mettant aux prises le Real de Madrid au Bayern. Il a laissé l'huile faire pour partir regarder le deuxième but. Et l'huile tellement que l'huile avait déjà blanchi, ça a pris au lieu qu'il couvre avec un couvercle, il a plutôt versé de l'eau. C'est ce qui a enclenché. Aussitôt, les sapeurs-pompiers alertés sont arrivés sur les lieux et ont immédiatement maîtrisé les flammes. Ce n'est que le restaurant qui a pris feu. Donc le reste, même les soins, on peut avoir mouvement. C'est un club safari en chantier que nous avons vu ce matin à notre passage. Dans une correspondance, les responsables de ce nightclub s'excusent du désagrément tout en invitant sa clientèle au rendez-vous de ce soir, le jeudi mayonnaise. En santé, les sages-femmes mènent une réflexion depuis ce matin à Yaoundé. Elles portent sur les moyens d'amélioration de leur travail pour une meilleure contribution à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. C'est à la faveur de la 10e édition des Journées scientifiques nationales. Une occasion de montrer l'importance de la matrone dans le suivi d'une femme de la grossesse à l'accouchement. Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Dans le domaine de la médecine, l'importance et le rôle de la sage-femme en ce qui concerne la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ne sont plus à démontrer au Cameroun. Grâce à elle, le nombre de femmes qui perdent la vie en donnant la vie est en baisse. Confirmation faite par le professeur titulaire de gynécologie obstétrique Mbo Robinson, directeur de santé familiale au ministère de la Santé publique. Si on commence d'abord pour l'enseignement, c'est la sage-femme qui montre aux étudiants comme j'étais comment on peut conduire un bon accouchement. Depuis 2010, on a 10 écoles de sages-femmes fonctionnelles avec presque 200 entrants, 200 étudiants chaque année. Et nous pensons que avec ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'on peut toucher des sages-femmes n'importe où nous sommes. La situation de la mortalité maternelle de notre pays, qu'on connaît qui était à la hausse, c'est pas la même chose aujourd'hui. Comment est-ce qu'elles procèdent pour mener à bien leur travail? Ces sages femmes venues des 10 régions que compte notre pays vont répondre à cette préoccupation au cours de la 10e édition des Journées scientifiques nationales, ouvertes ce 26 avril à Yaoundé. Durant 3 jours, elles vont partager leurs expériences, présenter la profession avec ses difficultés. Au menu, conférences, débats, foires, expositions et formations.
C'est pour ça qu'elle est appelée Journée scientifique nationale, pour que des gens viennent apprendre tout ce qui est dans la gynécologie, l'obstétrique, en tout cas tout ce qui fait partie de leur spécialité. Mais au-delà d'apprendre, il faut aussi parler de toi-même. Et c'est pour ça qu'il y a une table ronde demain qui sera spéciale sur la profession et qu'on débat sur les difficultés qu'on a et les propositions qui ont été faites et comment est-ce qu'on a évolué, dans le sens du suivi. Thème retenu pour cette 10e édition, Sages femmes et communautés, à jamais guerrières pour la santé de la mère et de l'enfant. Rendons-nous à Batouri à présent, où les populations ont accueilli leur nouvel évêque, et on en parle avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain, justement un nouvel évêque pour le diocèse de Batouri. Il a été nommé le 23 avril par le pape François. Marcelin Marie Damiem, c'est son nom. Il était jusqu'ici principal du collège catholique bilingue Notre-Dame des Nations de Douala. L'homme qui mesure la difficulté de cette nouvelle responsabilité dit se remettre au Seigneur pour être à la hauteur de la tâche. Vanessa Kandem et Henri Chinda. 42 ans après son ordination, l'abbé Marcelin Marie Damiem est nommé archevêque. Il quitte son siège de principal du collège bilingue catholique Notre-Dame des Nations de Douala pour le diocèse de Batouri. Une nouvelle qui l'accueille avec peu d'enthousiasme. Je n'ai pas de mérite personnel que je pourrais mettre en avant. Donc je le dis ouvertement, quelqu'un d'autre méritait mieux que moi. Et beaucoup d'autres mieux que moi. Donc c'est Dieu seul qui sait. Pourquoi c'est moi? Je me fais donc disponible. Le nouvel évêque du diocèse de Batouri a été par le passé père spirituel et professeur au petit séminaire Saint-Paul de Nilon et au grand séminaire de Douala. Il n'a aucune réelle expérience du diocèse de Batouri, mais compte sur sa foi en Dieu pour mener à bien sa nouvelle mission. Le diocèse de Batouri, je dois l'avouer, je ne le connais vraiment pas. Je n'y ai jamais été, même pas en touriste. Donc je vais dans une terre inconnue. Mais j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont là-bas. Je sais qu'ils m'accueillent avec joie et nous travaillerons ensemble pour qu'advienne le règne de Dieu. Ce nouveau ministère, je le place sous le signe de la grâce de Dieu. Qu'en toute chose, cette grâce se manifeste. Cette nomination marque la fin de 4 années de travail au service de l'éducation de la jeunesse camerounaise. Satisfaction et la nostalgie accompagnent désormais l'homme vers sa nouvelle mission. 46e édition de la fête de l'unité, la ville de Douala peaufine des préparatifs, réputée fête des armées. Cette appellation s'est justifiée par la forte implication des militaires lors de la réunion préparatoire dans la ville de Douala et au service du gouverneur de la région du littoral. Des innovations sont prévues avec la part belle aux forces armées camerounaises. Monique Naoussi et Stéphane Bina pour les détails. Une présence remarquable des éléments des forces armées à cette réunion préparatoire de la fête de l'unité à Douala, dans la salle des banquets du gouverneur de la région du littoral et en présence du général de division Saleh Mouhamadou, commandant la 2e région militaire interarmée, le bilan de la dernière édition est dressé. Dans 2 semaines et demie, des actions sont prévues pour préciser le devoir des uns et des autres vis-à-vis des emblèmes. Lundi 14 mai, la journée consacrée à la promotion des emblèmes et des symboles de l'État. Il est question de demander aux citoyens camerounais de revoir tout ce qui concerne le drapeau, les armoiries de l'État et l'hymne national et tout ce qui n'est plus fait tel que la loi l'a demandé. Il faut réveiller la mémoire des Camerounais en matière du respect des emblèmes et des symboles de l'État. Pour la 46e édition de la fête de l'unité au Cameroun, des innovations sont prévues avec la part belle faite aux militaires. Nous avons fait une paire belle à la main, la soirée culturelle des forces de maintien de l'ordre, l'espace culturel, les mémoires de l'armée, pour tous ceux qui ont eu à faire un tour sous les drapeaux. Nous avons cette fois de l'action sociale pour ne pas oublier les autres cours sociales. Pendant 4 jours, du mercredi au samedi, nous serons dans un village qu'on appelle le village de l'unité et tout va se dérouler là-dedans, agriculture, élevage, sport, culture, animation. C'est vraiment le village de l'unité parce que nous avons à promouvoir le vivre ensemble camerounais. Le thème retenu pour le 20 mai 2018 est citoyen camerounais
Restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable et prospère. L'offre touristique camerounaise s'enrichit de 2 nouveaux hôtels. Les hôtels Bellavie et Résidence Saint-David ont été inaugurés à Douala par le ministre du Tourisme et des Loisirs ce 25 avril. Des hôtels de prestige qui apportent une solution à l'hébergement, non seulement pour les touristes, mais aussi pour la CAN 2019 à venir. Bertrand Quechouan et Armand Pagna. Le groupe Manfro élargit sa chaîne hôtelière. Le 25 avril 2018 à Douala, l'hôtel Bellavie et Spa de Bonaveri et l'hôtel Résidence Saint-David de Bonapriso ont été inaugurés par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari. C'était en présence du gouverneur du littoral et de bien d'autres autorités administratives et traditionnelles de la ville. Pour l'homme d'État, cet investissement est à encourager au vu des échéances sportives 2019 au Cameroun. Nous avons toutes les raisons de croire que la CAN de 2019 trouvera notre pays fin prêt. L'hôtel Bellavie et Spa et l'hôtel Résidence Saint-David, classés respectivement 3 et 4 étoiles, disposent ensemble d'une capacité d'accueil de 75 logements, des chambres spacieuses, des suites royales, une piscine semi-olympique, bref, un cadre féerique pour un séjour de rêve. Nous sommes en train de construire un véritable complexe hôtelier et touristique et de loisirs. Parce que celle-ci, c'est le début d'une grande famille. Cet amour de l'honorable Manfro David pour l'immobilier est né d'un entretien avec le chef de l'État, mais aussi de sa soif de rapprocher les Camerounais de leur idéal, le bien-être. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, est venu témoigner de ce que l'État est toujours là, le gouvernement est là pour encourager l'entrepreneuriat privé. L'hôtel Bellavie et Spa et l'hôtel Résidence Saint-David viennent ainsi améliorer l'offre touristique nationale. Le meilleur reste à venir avec cet immeuble encore en chantier. Vous l'avez compris, le plus de l'info ce soir, ils sont au cœur d'un commerce curieux, contre-éthique, sans morale et dangereux pour la vie humaine. Pourtant, ils sauvent parfois des vies. Ce sont les vendeurs de leur propre sang, pas pour une de ces pratiques mystiques, mais pour des transfusions sanguines vers des personnes nécessiteuses. Ils devraient normalement faire des dons bénévoles, mais ils en font un vrai business. Immersion donc au cœur de ce business du sang autour des hôpitaux avec Rodrigue Tongué et André-Marie Gia pour le plus de l'info de ce soir. Profession vendeur de sang. Si quelqu'un veut le sang, il faut que je vende mon sang. Même à 10 000. Par nécessité ou par solidarité, ils vendent leur sang. Leur numéro de téléphone circule dans le réseau, la nébuleuse de la chaîne de transfusion. Ils interviennent dans les cas où les parents de personnes à l'article de la mort doivent être absolument transfusés. Au lieu de remettre, sauver les vies humaines, ils préfèrent vendre ce pot de sang là à 18 000 francs. Or, on est obligé donc de donner le sang et avoir aussi un peu d'argent pour remonter les calories, quoi. À cette banque de sang, l'une des plus sollicitées de la ville de Yaoundé, c'est la disette. Les étagères sont quasi vides et la note donc salée. Le demandeur doit débourser 18 000 francs CFA. Le traitement du sang sollicité ayant un coût. Si vous voyez les examens qu'on fait, HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, groupe sanguin, tous ces examens-là, si vous les, qui sont gratuits, si on vous les payer dans n'importe quelle structure sanitaire, ça coûte quand même. De plus, trouver 2 donneurs pour obtenir une seule poche de sang de cette banque. Une épreuve difficile même pour une fiction à la Dracula. Et puisque les Camerounais ne se ruent pas vers le don bénévole, et même familial, pas de choix parfois. Il faut ravaler son éthique et recourir aux professionnels de la profession, les vendeurs de sang. Quand on a besoin de sang, ils nous appellent, on vient à l'hôpital, donner le sang. Oui. On est nombreux, À l'hôpital, là, vous, si on est là, partout, ils sont là. Cas pratique. Une dame faisant pourtant partie du personnel médical est au chevet de sa sœur aînée qui mourra s'il n'y a pas de sang pour elle. Et puis, sa malade est de résus négatif, très rare. Ils nous ont d'abord donné le sang, mais il faut compléter. Et donc, ils m'ont donné une liste de donneurs que j'appelle, donc et c'est pas facile. C'est le donneur bénévole.
Oui, ce sont des gens qui sont donnés ici. Oui, parce qu'ils m'ont donné un registre et pour que je relève ces noms, pour que je puisse les appeler. Mais là, je n'ai pas eu. Voici le fameux répertoire. Aucune suite favorable au bout d'une heure. Entre-temps, ça urge en chirurgie. L'horloge tourne. Il faut de l'argent. Il y en a. Mais le sang, il est rare. On n'en fabrique pas. Recours presque obligé, malgré l'opposition catégorique des médecins, à de vendeurs de sang. Le numéro est parfois obtenu sous le boisseau, hors de l'enceinte de l'hôpital. L'affaire est presque dans les veines, car chacun des donneurs a touché ses 10 000 francs CFA. Marché conclu. Et direction, la banque de sang. Il faut ici passer par la case examen et toute vérification. 400 ml sont extraits des 5 litres de ce corps humain. Le liquide fera l'objet de multiples tests médicaux. Mais avant, le donneur est passé au crible du contrôle physique et vient l'étape du rafraîchissement. Il faut bien récupérer. C'est l'hôpital qui paye en plus. Normalement, le donneur peut revenir seulement après 15 semaines. Mais l'appât du gain est une menace permanente au respect de ceux de l'air. On essaye toujours, mais comme le grand Dieu est là, on prend les risques, quoi. Oui, on prend les risques. Oui. Les 10 000 là même, c'est rien par rapport au sang que je donne. Parce qu'après, il faut les remontants. Il faut qu'après, il prend les bois de lait et je mange bien. C'est là le comble de la dérive. Il faut non seulement pas vendre son sang, mais il ne faut pas le donner plus de 3 fois par an. Éthique que respectent ces donneurs bénévoles venus spontanément renflouer la banque. Au contraire des blood business, qui n'entendent pas de cette oreille. Ils ont la police et les autorités médicales à leur trousse. Leur activité est détestable, mais trouve parfois grâce aux yeux de parents de demandeurs qui n'ont pas de donneurs sous la main. Et, même si les exemples sont rares, auprès de praticiens chagrinés de voir mourir un patient, faute de disposer de 10 millilitres. On vous dit, votre mère, je ne sais pas quoi, un parent, il a besoin du sang et vous vous retrouvez qu'il n'y a aucune goutte de sang dans aucune des banques de Yaoundé. Je peux vous assurer que vous êtes prêt à payer le prix n'importe lequel pour avoir ce sang-là, ces gouttes-là et donner. Donc on va fustiger ces donneurs clandestins. Évidemment, c'est pas éthique, mais quelque part, je peux vous dire, vous avez ce bébé qui est né et qui va être vraiment, qui va faire de son sang, qui a besoin de sang. Et vous allez demander au papa on va prendre juste une petite quantité de sang pour donner à son bébé. Ce papa dit non. Le seul moyen de faire reculer le business, c'est faire et appeler à faire des dons de sang pour qu'il en coule à flot dans les centres de transfusion. Le précieux liquide rouge vif ne se fabrique pas encore. En attendant, ici, c'est l'argent en main, le sang en boîte, devise d'un donneur qui a le sang à l'œil. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International.